Affaire Epstein, comment rendre justice? Comment faire entendre la voix des victimes? La procureure de Paris appelle toutes les victimes françaises potentielles à se manifester. La police britannique vient de lancer, elle aussi, un appel à témoins. Avec nous pour en parler, Baptiste Manzileni, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, auteur du livre Enquête, La nuit des chasseurs, Affaire Epstein, le volet français, édition du Cherche Midi. Un livre paru en 2022 et qui ressort, je le précise. Valérie Cantier, journaliste à l'agence de vérification de Radio France, bonsoir et bienvenue. Vous vous intéressez à l'affaire Epstein depuis 2018 et ces derniers jours, aujourd'hui même, vous vous êtes intéressé à Zorro Ranch, propriété de Jeffrey Epstein, où sont passés notamment Woody Allen et l'ex-prince Andrew. Et en direct de Los Angeles aux États-Unis, Olivier Philippe, notre correspondant. Bonjour Olivier, nous allons parler avec vous dans quelques instants des déboires du patron du comité d'organisation des JO d'été 2028 de Los Angeles. Mais d'abord, avant de vous entendre, donc la procureure de Paris qui appelle toutes les victimes françaises potentielles à se manifester. Laure Bécuot annonce chez nos confrères de France Info l'ouverture de 2 enquêtes cadres au sein du parquet de Paris, l'une pour des infractions à connotation sexuelle, l'autre sur les éventuelles ramifications économiques et financières. On l'écoute. Cette décision que nous avons prise, finalement, pour la résumer assez simplement, de nous lancer dans l'exploitation de tous ces documents qui ont été publiés par les autorités américaines, repose sur une double conviction. D'abord, cette publication, elle va nécessairement réactiver le traumatisme de certaines victimes dont, pour partie d'entre elles, nous avons une conviction, c'est qu'elles ne nous sont pas forcément connues. Et que peut-être ces nouvelles publications vont les conduire à se manifester alors que les années auparavant, peut-être parce que le contexte de révélation des faits, le décès d'un certain nombre de mises en cause, les avait fait rester silencieuses. Donc nous voulons déjà être aux côtés de ces victimes. Donc vous les appelez à se manifester? Mais si elles le souhaitent, évidemment, nous recevront l'ensemble des déclarations qu'elles souhaiteront faire, soit par le biais de plaintes ou de témoignages. Bien sûr, il n'est pas exclu que le parquet de Paris ne soit pas forcément compétent pour l'ensemble des faits qui seraient révélés, mais dans ces cas-là, nous transmettrions l'ensemble de ce qu'elle nous dirait au parquet compétent ou aux autorités compétentes. Une réaction à ces propos, Valérie Cantier, il était temps ? Certainement, il était temps. Il ne faut pas obliger quand même que déjà en 2019, la police française avait déjà enquêté sur Epstein, puisqu'Epstein vivait en France, avenue Foch à Paris, notamment. Et donc des enquêtes avaient été menées, une investigation et une perquisition avaient été menées à son domicile. On n'a pas les résultats de cette investigation. Je rappelle donc 2019. Depuis, on n'a pas trop de nouvelles, même pas du tout. Donc là, évidemment, le fait de relancer tout ça, c'était très important pour les victimes. Des victimes, il y en a en France, il y en a aux États-Unis, il y en a partout, en fait, dans plusieurs pays du monde. Et il ne faut pas oublier que l'investigation française va aussi permettre de faire un appel aux victimes françaises, d'auteurs soit français, soit étrangers. Donc, le cadre est plutôt large et normalement, on devrait s'attendre à ce qu'il y ait des témoignages qui commencent à arriver. Il faut l'espérer. Et c'est vrai que depuis la divulgation par le département de la justice américain de ces 3 millions de pages, on entend peu les victimes. D'ailleurs, la plupart ont demandé à ce que leurs photos, parfois dénudées, soient enlevées, leur nom également. Leur vie s'en retrouve bouleversée. Mais ce qui frappe dans cette affaire, c'est... on a l'impression qu'il y a 30 ans peut-être pas de déni judiciaire, mais de retard à l'allumage, quoi. D'impunité, sûrement, puisque finalement, qui a été poursuivi? Pas grand monde, à part Jeffrey Epstein, mais très tard. Et Jean-Luc Brunel, on va en parler dans un instant avec Baptiste. À part Jean-Luc Brunel, très tard aussi, et à part Ghislaine Maxwell. En dehors de ces trois-là, qui sont évidemment les instigateurs et qui sont, on va dire, le trio infernal, en quelque sorte, il n'y a pas que, on le sait. Mais personne d'autre n'a été poursuivi toutes ces années. Donc effectivement, ça fait 30 ans que les choses se sont passées plus ou moins en toute impunité, absolument. Et autre journaliste et confrère qui enquête, donc Baptiste, pardonnez-moi d'avoir écorché votre nom tout à l'heure, Baptiste. Jean-Luc Brunel, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi c'est un personnage central dans ce dossier? Valérie Cantier parlait d'impunité. Lui, en revanche, a été condamné. Est-ce que vous pourrez nous rappeler pour quelle raison, quel rôle a-t-il joué dans cette affaire?
Jean-Luc Brunel, c'est quelqu'un qui a travaillé dans le milieu du mannequinat en fait à partir de la fin des années 60. Donc il n'a pas attendu Epstein pour avoir des problèmes avec la justice, enfin avec la justice en tout cas pour qu'il y ait des accusations qui pèsent contre lui, puisque déjà dans les années, je crois que c'est en 88, il y a eu un premier documentaire diffusé aux États-Unis où il y avait des mannequins qui l'accusaient d'agression sexuelle. Et en fait, sa carrière, c'est un homme qui a une carrière assez brillante en fait. Au début, il a commencé avec Claude François aussi sur l'agence qui s'appelait Girls Models. Une carrière assez brillante jusqu'aux années 80 et jusqu'à la diffusion de ce premier documentaire, puisqu'après, c'est quelqu'un qui a été quand même un petit peu obligé de travailler dans l'ombre dans les années début des années 90. Et c'est au milieu des années 90, probablement à ce moment-là, qu'il rencontre Ghislaine Maxwell, parce que à ce moment-là, lui, il souhaite en fait monter une agence aux États-Unis, à Miami, et donc Ghislaine lui présente Jeffrey Epstein, qui est prêt à investir dans cette agence. Je crois que c'était à la hauteur de 1 million d'euros, ce qui n'était pas rien. La réalité, c'est que cette agence, qui s'appelait MC Square, c'est une agence qui n'a pas du tout été rentable. Et en fait, on se demande même quel était vraiment l'intérêt de cette agence, parce que très vite, c'est devenu en fait une espèce de vitrine en quelque sorte. Et c'est via cette agence que ça a permis à Epstein de faciliter son réseau en demandant à Brunel de lui faire venir des jeunes filles directement chez lui ou sur son île. Et puis, je rappelle après, concernant leur lien tous les deux, que quand Jeffrey Epstein a été inquiété une première fois, il a fait de la prison dans les années 2000, Jean-Luc Brunel s'est retourné contre lui, il lui a réclamé de l'argent en prétendant que ses ennuis avec la justice avaient terni son image. Et après ça, on sait qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours de Brunel en fait dans l'avion privé de Jeffrey Epstein, mais normalement ils ont plus travaillé ensemble après. Oui. Donc toutes ces affaires datent. Et c'est vrai que pour souligner ce qui a été dit tout à l'heure, il était temps, c'est clair, mais il était temps, vous dites, oui, demandez si. Je me demandais, moi mon livre est sorti en 2022, c'est vrai que finalement il n'y avait pas eu grand chose à l'époque quoi. Moi je pensais, je m'attendais pas du tout à ce qu'on reparle ni de ce livre ni d'autant plus que son suicide a mis fin prématurément aux investigations à Jean-Luc Brunel. Ça, et puis en plus, ce suicide, j'ai envie de dire qu'il a privé aussi les présumées victimes d'être d'une confrontation, d'entendre aussi sa version des faits. Donc en fait, tout ça reste en suspens. En fait, si vous voulez, la justice, elle peut pas vraiment se prononcer jusqu'à présent. Donc tout ça est un petit peu compliqué. Et c'est vrai que on peut regretter dans cette histoire que la justice n'ait pas fait plus avant. C'est très bien qu'elle le fasse aujourd'hui. Je suis pas sûr que les documents, les 3 millions de documents qui sont révélés aujourd'hui apportent grand-chose. En tout cas, je suis pas sûr que ça apporte quelque chose de plus par rapport à ce qu'on savait avant. On savait déjà l'essentiel, en fait. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une pression médiatique, je dirais, qui fait que peut-être la justice s'y intéresse et que peut-être qu'effectivement le temps a fait que le suicide de Jeffrey Epstein ou de Brunel facilite les choses pour la prise de parole de potentielles victimes supplémentaires, je ne sais pas. Mais... Oui, sur Jean-Luc Brunel, on peut rajouter effectivement, comme ça a été dit, il y a eu ce documentaire en 1988, c'était dans 60 Minutes, donc aux États-Unis, où 1988, où de nombreuses mannequins donc témoignaient de ce qu'elles vivaient avec les agents d'agences de mannequins de l'époque, et plusieurs avaient clairement, nommément, parler de Jean-Luc Brunel. Elle l'accusait même non seulement d'agression sexuelle, mais aussi de les avoir drogués. Donc c'est quelque chose qui quand même avait fait beaucoup de bruit dans le milieu de la mode à l'époque. Mais effectivement, à la suite de ça, même si Jean-Luc Brunel ensuite s'est un petit peu, peut-être, on va dire, caché, il n'a pas été inquiété plus que ça. Et simplement, Jean-Luc Brunel n'a jamais été condamné. Il a été donc arrêté en France en 2020, alors qu'il essayait de s'enfuir à l'aéroport, et il a donc été arrêté et emprisonné à la Santé, et c'est là qu'il s'est suicidé. Il n'y a pas eu de procès. Il n'y a pas eu de procès Jean-Luc Brunel, et ça aussi, évidemment, les victimes le regrettent. Alors, ce qui est frappant aussi dans cette affaire, c'est l'ampleur. Il y a effectivement des hautes personnalités, des gens beaucoup moins connus, et il y a encore des personnes en activité et de premier plan. Direction Los Angeles avec Olivier Philippe, notre correspondant. Bonjour Olivier, il est très tôt chez vous. Alors, il y a le patron du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 qui est dans la tourmente depuis l'apparition justement de son nom dans les fichiers Epstein. Que lui est-il reproché, Olivier ?
En fait, il lui est reproché simplement d'avoir été en contact avec l'ex-compagne d'Epstein il y a plus de 20 ans maintenant et d'avoir eu des échanges, ce qu'on appelle ici flirtarious, c'est-à-dire un petit peu un petit peu tendancieux. Mais en fait, il n'y a aucune charge vraiment contre lui. Il faut le rappeler, personne n'a déposé de plainte contre ce personnage qui est devenu donc un personnage très influent, très important ici à Los Angeles et qui est chargé donc d'organiser les Jeux Olympiques en 2028. Lui, il refuse de démissionner, hein, Olivier. Hein. Oui, il refuse de démissionner. Ça crée un bras de fer en ce moment entre la maire de Los Angeles et le comité olympique, parce que la maire n'a aucun pouvoir, bien sûr, sur le comité qui est indépendant, mais ça crée un problème d'image. Vous le savez, derrière la célébration du sport, il y a une formidable opération de promotion touristique et économique. Los Angeles en a bien besoin. La ville n'a pas une très bonne image en ce moment, ni une très grande vitalité économique. Le cinéma est en crise. Les feux, il faut le rappeler, ont eu un impact durable, non seulement sur la vie sociale, mais aussi sur le moral aussi des habitants de Los Angeles, plus les raids qu'il y a eu ces derniers mois avec les brigades anti-immigration, les manifestations qui ont suivi. Ça a créé un peu de chaos dans la ville. Bref, l'affaire Epstein s'invite dans l'organisation des Jeux Olympiques sur lesquels compte Karen Bass, la maire de New York, pour rebooster l'image de sa ville. Donc là, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ouais. Karen Bass, Olivier, Karen Bass, la maire de Los Angeles, est-ce que Donald Trump, lui, a réagi ou pas dans cette affaire? Pas du tout. Non, pour l'instant, et comme il est aussi impliqué dans l'affaire, il se garde de faire quelques commentaires sur cette affaire. Merci beaucoup Olivier Philippe, correspondant TV5 Monde en direct de Los Angeles. J'aimerais qu'on poursuive ce débat puisqu'on parle des victimes qui ont souvent été victimes de viols, certaines très jeunes, à Paris, à Palm Beach, mais aussi on entend parler de Zorro Ranch. Qu'en est-il? Alors Zorro Ranch apparaît, donc c'est une des 5 propriétés de Jeffrey Epstein, c'est dans le Nouveau-Mexique, un État de l'Ouest américain. Ce ranch, c'est une sorte d'immense hacienda, une immense maison de je ne sais plus combien de milliers de mètres carrés, au milieu de nulle part, c'est-à-dire au milieu d'une zone très désertique et très aride, comme l'est le Nouveau-Mexique. Et ce lieu apparaît des milliers de fois dans les documents qui ont été déclassifiés donc, par le ministère de la Justice américain. Et lorsqu'il est cité, alors soit il y a beaucoup de photos où on voit à peu près que tous les gens de l'entourage d'Epstein sont passés à un moment donné par le ranch. Alors, on va dire qu'au départ, ce sont des visiteurs VIP. Il y a Woody Allen, il y a le prince Andrew de multiples fois, il y a évidemment beaucoup de photos. L'ex-prince Andrew, désormais. L'ex-prince Andrew, oui, puisqu'il a été déchu de ses titres. Il y a aussi Ghislaine Maxwell, de nombreuses fois, qui apparaît même sur les photos comme un peu la maîtresse de maison, on va dire. Et donc, dans ce ranch, il y a aussi dans les documents, je parle uniquement des documents qui ont été publiés, enfin en tout cas déclassifiés, il y a toute une partie où il y a des soupçons d'expérience médicale, d'expérience génétique. Ouais. On parle d'eugénisme notamment. À l'initiative d'Epstein. Alors évidemment, c'est une source de conspiration et conspirationnisme plus exactement, mais quand même, il y a des documents qui font part de ces choses-là sans avoir beaucoup de détails. Toujours est-il que le Zorro Ranch, c'est quand même l'endroit le plus secret, la propriété la plus secrète d'Epstein. Franchement, même l'île était moins secrète que le ranch. Et il a été racheté par un élu républicain trumpiste. Et là aussi, c'est un peu, il y a des soupçons aussi d'avoir enrangé et surtout caché pas mal de choses sur le ranch, puisqu'il n'a jamais été perquisitionné, ce ranch. C'est la seule propriété qui n'a pas été perquisitionnée dans l'affaire Epstein. Baptiste Manzinali, voilà qui interroge. Vous avez beaucoup travaillé sur Jean-Luc Brunel, on le disait. Mais vous, qu'est-ce qui vous frappe dans cette affaire au fond? Alors c'est vrai que comme le disait notre invité en plateau Valérie Cantier, il y a aussi du complotisme, du conspirationnisme. Mais comment vous décrivez cette affaire? Qu'est-ce qui se fait? Il y a vraiment un réseau de recrutement, de pédocriminalité. C'est quoi, vous, votre analyse, vous qui travaillez quand même sur un des volets de cette affaire?
Et moi, j'ai travaillé vraiment sur un segment très particulier de cette affaire. C'était vraiment lié à Jean-Luc Brunel, au rabatteur français, au milieu du mannequinat. Donc, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, et je dois être tout à fait honnête, je n'ai pas mis le nez dans les 3 millions de documents qui ont été livrés par la justice américaine, parce qu'à mon sens, je dis ça, je sais très bien que ça servira à quelque chose quoi qu'il arrive, mais j'ai quand même le sentiment pour l'instant que ça met plus de confusion dans ce dossier plus qu'autre chose. On voit quand même les rédactions du monde entier qui sont en train de tout passer au peigne fin. Mais 3 millions de documents, pour la plupart, c'est des documents, j'ai l'impression, qui sont quand même sans intérêt, dans lesquels il faut aller chercher comme des archéologues des petits indices, tout en sachant que les informations les plus sensibles ont été caviardées. Donc on se demande en fait finalement quel était le but de la justice américaine, si elle n'a pas un petit peu cherché ça, c'est intéressant, à brouiller les pistes. Ouais. Voilà. Alors, justement, et en tout cas... allez-y, continue. Non, à brouiller les pistes et disons que justement, malheureusement, ça alimente toutes les thèses complotistes, puisque on nous divulgue 3 millions de documents comme ça, qu'on nous jette un peu à la figure, et dans lesquels on décide de manière aléatoire ou très étrange de caviarder certains passages à un endroit, puis finalement 15 pages plus loin, la même personne n'est pas caviardée. On a l'impression que tout ça a été fait un petit peu au dernier moment. C'est assez compliqué de s'y retrouver. C'est dur de s'y retrouver. Juste, il nous reste moins d'une minute, mais c'est vrai qu'un pays comme les États-Unis qui ne badine pas avec les violences sexuelles, les crimes sexuels, la pédocriminalité, ça paraît étonnant qu'il n'y ait pas de poursuite en fait. Comme le dit Baptiste, au fond, à quoi bon? Oui, alors... Parce qu'il y en a encore qui arrivent. Alors voilà, il en manque beaucoup. Et effectivement, d'après le ministère de la Justice, les plus graves, ceux en tout cas qui peuvent être le plus problématiques, n'ont pas encore été publiés, puisqu'ils sont censés être dans les 2-3 millions qui restent. Mais sinon, oui, effectivement, pourquoi l'impunité, en fait, le ministère de la Justice lui-même a dit qu'il n'y aurait pas de poursuite. Donald Trump dit qu'il est absous, lui. Alors lui, oui, bien sûr. Et donc, pourtant, il est question de lui quand même dans pas mal de documents, mais bon, voilà. Et donc le ministère a dit que de toute façon, il n'y aurait pas de poursuite aux États-Unis. Donc ça, c'est très inquiétant. Merci beaucoup de nous avoir donné des clés de compréhension dans ce dossier et d'avoir eu le courage de témoigner parce que c'est une affaire très sensible et c'est pas toujours facile de trouver des invités dans ce dossier. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau, d'avoir été en direct. Baptiste Manzinali et Valérie Cantier. Merci.